Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le podcast de Choose Social TV. Et j'ai le plaisir ce soir de recevoir Marc Sabatier. Marc, tu es fondateur et PDG de Julius Sterwen. Président du Julius Sterwen et fondateur, Président. effectivement. Il y a un directeur général également. Et bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous également. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de Julius Sterwen, on va parler de SG. Mais avant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi. Tu as fondé Julius Sterwen. Tu faisais quoi avant ? Pourquoi tu as créé cette société ? C'est une bonne question, je la pose de temps en temps. Je suis un ingénieur défroqué, donc un ingénieur qui a fait des études d'ingénieur mais qui n'était pas forcément tout à fait fait pour ça. Donc j'ai basculé un peu de l'autre côté, plutôt dans la gestion des entreprises. J'ai fait le début de ma carrière dans un cabinet de conseil, qui était Ernst & Young Conseil, celui qui s'est fait racheté par Capgemini en l'an 2000, moi, que j'avais quitté déjà longtemps avant, donc c'est pas de ma faute. Conseil RH déjà ? Non, pas du tout, du conseil en transformation. J'ai commencé par de la restructuration industrielle et puis un peu d'organisation dans les banques. Je suis parti à la Caisse des dépôts et consignations, qui est un animal un peu particulier, mais qui est extrêmement attachant et extrêmement intéressant également. J'y suis resté que 2 ans, et j'y ai fait un projet que je vais considérer comme très compliqué, très large, surtout pour mes frêles épaules à l'époque, parce que j'étais encore jeune, mais ça m'a énormément challengé. Autant du point de vue des personnes que j'y ai rencontrées que des sujets que j'y ai traités. Et puis, sortant de la Caisse des dépôts, j'ai monté ce cabinet donc, qui s'appelait Sterwen et qui est devenu Julius Sterwen un peu après. Pourquoi ? Pour répondre enfin à ta question. Je suis pas la personne qui va raconter que depuis qu'il a l'âge de 4 ans, il veut être entrepreneur. Pas du tout, je savais absolument pas ce que c'était qu'un entrepreneur. Mais je voulais faire quelque chose de bien, en fait. Je voulais faire quelque chose de bien, d'utile. Et puis, j'avais appris le métier de consultant. J'étais un homme de projet. Donc je me suis dit comment on peut faire quelque chose de bien en étant consultant, en étant projet. Finalement, on capitalise sur ce qu'on sait faire. Et puis, on essaie de l'organiser au maximum dans mon esprit en tout cas, et de ma motivation, toujours en prenant le maximum de plaisir. Alors, le maximum de plaisir, c'est par l'intérêt des choses, puis par les personnes qui vous entourent en fait, la fierté qu'on peut avoir aussi à réussir des choses ensemble. Et pour bien faire les choses, parce que comme je voulais faire quelque chose de bien, il fallait que les personnes pour lesquelles je travaille trouvent ça bien, ils trouvent leur compte. Et puis pour le bien, parce que c'est bien de faire les choses, mais quand j'ai monté cette boîte il y a 26 ans, déjà je voulais que ce soit utile et pas utile à mon portefeuille. Ou pas seulement, alors je crache absolument pas sur les revenus que je peux avoir et la valeur qu'a pu prendre Julius Sterwen, mais le plus important pour moi, c'est que Julius Sterwen soit utile, laisse une marque, et le mot qu'on utiliserait aujourd'hui, c'est impact, mais ce mot n'existait pas. Non. Mais soit utile, c'est bien utile aussi. Utile à la société, utile aux entreprises, aux acteurs publics et privés pour lesquels on travaille, utile aux gens qui sont chez ces acteurs publics et privés pour que, je l'espère, ils retiennent des choses bien sur ce qu'on fait. Et pourquoi tu as souhaité le faire en mode entrepreneur et pas au sein d'un autre cabinet ou retrouver une autre structure, pas forcément aussi grosse que Ernst & Young à l'époque, mais un autre cabinet ? Pour être franc, je ne sais pas très bien répondre à ta question. Je pense peut-être parce que je voulais le faire moi-même, mais pour autant, aujourd'hui, on est près de 600 collaborateurs, collaboratrices chez Julius Sterwen, donc je suis assez loin de l'avoir fait moi-même. Je l'ai fait avec surtout beaucoup de gens, et de plus en plus de gens d'ailleurs, d'horizons de plus en plus différents. Et ma foi, je suis content de l'avoir fait de cette façon-là. Donc si je peux post-rationaliser, je l'ai fait comme ça parce que je me disais peut-être que 25 ans après, ce serait pas mal. Et ça a démarré comment ? Ça a démarré fort tout de suite ? C'était compliqué ? Pas du tout. C'est quoi les premières années de Sterwen ? Pas du tout, parce que quand on veut bien faire les choses, on commence pas par développer de tous les côtés, etc. J'ai jamais été attiré par ce modèle de super croissance qui généralement connaît parfois des retours de manivelle. J'aime la croissance régulière. On a un modèle de croissance. J'aime la croissance régulière, maîtrisée, et il y a 3 mots qui sont importants dans le développement de cette boîte. Puis pour moi, du coup, plus largement, c'est construire, stabiliser, développer. Mais on ne développe pas si on n'a pas construit, on n'a pas stabilisé. Et du coup, dans ma grande naïveté, quand j'ai démarré à l'époque Sterwen, je m'étais dit dans ma tête, et c'est exactement ce que j'ai fait, c'est que je m'interdirais de recruter qui que ce soit avant 1 an et demi, 2 ans. Tout simplement parce que je voulais déjà faire mes preuves
que ce que je faisais était bien et était utile. Et là, tu étais seul ou tu étais avec un associé? Au début, j'étais avec un associé Ouais. qui est parti un petit peu plus tard. Ouais. Mais on n'a surtout pas recruté. Et on a recruté effectivement au bout d'1 an et demi, pour la petite histoire et l'anecdote, dans l'histoire du conseil, qui est quand même l'industrie dans laquelle on se développe, les années 96-97, donc les 2 années où on s'est interdit de recruter, c'est sans doute les plus belles années d'expansion de ce secteur de toute son histoire. Mais c'est pas grave, Ouais. on est quand même là, ça n'a aucune importance, il faut rester fidèle à ses principes. Voilà. Et donc tout d'un coup, après 2 ans, vous dites, allez, là on y va, on recrute. Qu'est-ce Oui. qui fait que vous êtes dit, on peut plus attendre Moi, parce qu'on commençait à avoir effectivement de plus en plus d'opportunités de business, de développement, et puis on se sentait prêt. On a, pour la petite histoire à nouveau, on a construit certains outils de gestion avec nos petites mains les 2 premières années, qui 15 ans après fonctionnaient toujours. On a construit l'idée d'un modèle à ce moment-là qui 25 ans après fonctionne toujours. Mais je pense qu'au fond de nous-mêmes, il fallait qu'on soit passé par ces stades-là de construction, de stabilisation pour lancer le développement. Et à ce moment-là, on a recruté progressivement des collaborateurs. Les 2 premiers collaborateurs qu'on a recrutés sont encore là aujourd'hui. C'est vrai, ils s'appellent comment? Ils s'appellent Florent et Emmanuel. D'accord. Et je les salue. Bah, salut à eux. Et un autre moment important pour Julius Sterwen, ça serait lequel? Alors il y a un moment qui est extrêmement important pour Julius Sterwen, c'est le moment où Sterwen est devenu Julius Sterwen, ou alors le moment où Bernard Juliet est devenu Julius Sterwen, puisque chemin faisant dans cette entreprise de conseil, donc Sterwen, donc on répondait aux questions en fait de nos clients, aux questions de transformation de nos clients. Et la plupart du temps, quand on nous posait une question, il fallait absolument qu'on réponde avec de l'organisation, des process, de l'IT, parce qu'à l'époque le digital n'existait pas. Hein, donc, et en fait, ça m'ennuyait beaucoup. Alors, enfin, d'un côté, ça me satisfaisait parce que c'était quand même les travaux qu'on savait bien réaliser, et d'un autre côté, ça m'ennuyait beaucoup parce que on voyait bien, à quel point on sous-estimait la capacité des gens, des femmes et des hommes dans les entreprises ou chez les acteurs publics, étaient capables de faire des choses extraordinaires. Mais non, à chaque fois qu'il y avait un problème, il fallait le résoudre avec de l'IT et des process. Et donc, moi j'avais besoin qu'il y ait de l'humain, il y avait de l'humain dans la manière avec laquelle on fonctionnait, mais on n'avait pas cette expertise de l'humain. Je suis aussi très respectueux de l'expertise des uns et des autres. Je suis assez convaincu que personne n'est expert de tout. Et donc sur l'humain, sur lequel il y a une énorme variété d'expertise mobilisable, il est extrêmement difficile, en partant de ce qu'on était chez Sterwen, en étant sensible à l'humain mais sans avoir l'expertise, de construire quelque chose suffisamment rapidement et surtout suffisamment qualitatif. Et j'ai croisé la route en 2014, si je ne me trompe pas, du groupe Bernard Juliet, qui était une vieille marque du conseil, mais très réputée sur les aspects humains, j'ai envie de dire le leader français des aspects humains des transformations. Et on s'est extrêmement rapidement tapé dans la main, parce que finalement, on avait des préoccupations un peu miroirs, et le fait de nous réunir et de devenir donc Julius Sterwen, qui est un nom très audacieux quand on réunit un truc qui s'appelle Julien et un truc qui s'appelle Sterwen. Pas facile à écrire en tout cas. Pas facile à écrire, parfois pas facile à prononcer et à épeler au desk de nos clients. On a tous les deux un peu trouvé notre Graal en nous disant mais finalement c'est de ça qu'ont besoin nos clients, c'est d'un cabinet de conseil qui est capable aussi bien de conseiller sur les aspects stratégiques, business, organisationnels, mais qui met de l'humain à l'intérieur de toutes ces démarches, qui réfléchit toujours aux aspects humains et qui en plus est capable d'accompagner sur des sujets managériaux, de leadership, de formation, de transformation culturelle, avec des vraies expertises sur le sujet, et inversement donc, dans des environnements où les consultants maîtrisent aussi les secteurs d'activité, les business du client. Et ma foi, depuis 2015, année de cette fusion, on croit en interne, essentiellement par croissance interne, encore plus fort qu'on ne croissait chez Sterwen. Et ça me conforte dans l'idée qu'on n'est pas tombé complètement à côté. Et la fusion a marché tout de suite? Alors la fusion, on a eu une chance exceptionnelle parce que c'est vrai que les histoires de fusion de cabinets de conseil, c'est pas toujours des succès retentissants. Et nous, on a eu une chance inouïe parce qu'on était, j'aime bien dire, disjointement complémentaires. Donc on est absolument pas tombé dans le syndrome un peu classique du message vis-à-vis des collaborateurs en disant vous allez voir, tiens, ton manager à partir de lundi ce sera machin, tu le connais pas, il est super, tu vas adorer. Bon, en général 3 mois plus tard on perd et le manager et le consultant.
Non, pas du tout. Et on a pris le temps, surtout, et on a géré ça aussi par l'humain. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des patrons qui ont expliqué pourquoi il fallait faire cette fusion et que désormais on allait travailler sur des synergies et que ça allait être extraordinaire, parce qu'on était un peu plus humble que ça. Mais on a beaucoup réuni les gens, très peu présenté de slides. On a fait en sorte que les gens se connaissent entre eux, et finalement c'est eux qui ont commencé à travailler ensemble un peu naturellement, et un beau jour qui nous ont dit mais ce serait quand même plus simple qu'on habite ensemble, et c'est le moment où on a déménagé. On voulait pas déménager tout de suite pour s'éviter un espèce de réflexe pavlovien de toute personne qui entend parler d'une fusion et qui pose immédiatement la question ah donc vous allez déménager. Notre fusion avait un peu plus d'ambition qu'un déménagement, donc on a mis 1 an pour que nos équipes nous disent maintenant, il faut qu'on soit ensemble. Il y a eu des trucs que tu aurais pu mieux faire, que tu as loupé dans cette fusion. J'ai énormément loupé de trucs, mais je trouve que dans cette fusion, on s'en est pas mal sorti. Ok. Et donc, tu as construit cette société sur un modèle qui est assez original. J'aimerais bien que tu nous en dises un mot. Alors il est original parce que c'est le nôtre. Après je ne peux pas juger du fait qu'il soit vraiment original dans l'absolu, mais c'est vrai que dans la même idée... Quand tu te compares aux autres entreprises, organisations, etc. Ah, ça n'a rien à voir. Voilà, donc par rapport aux autres quand même, tu peux témoigner qu'il est différent. C'est vrai. Alors en quoi il est différent ? Alors en quoi il est différent ? Tout remonte finalement à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure sur un peu les fondations en fait, de cette entreprise. Qui vise finalement à être utile et à être extrêmement tourné vers l'humain. Donc en fait, le choix qu'on a toujours fait nous, c'est d'être centré sur l'humain et de centré sur les collaborateurs. Alors, on peut se dire, mais toutes les entreprises sont centrées collaborateurs. Sauf que tu vas avoir beaucoup d'entreprises qui disent un jour qu'elles sont centrées collaborateurs, le lendemain qu'elles sont centrées clients. Moi, j'ai appris en CE2 qu'on ne pouvait pas être centré sur 2 trucs à la fois. Nous, on est centré collaborateurs. C'est-à-dire que toute notre organisation découle d'un centrage collaborateur. Par exemple, ce sont les collaborateurs qui choisissent, on fonctionne avec beaucoup de communautés d'expertise en interne, qui choisissent à quelle communauté ils appartiennent. Ils appartiennent, d'ailleurs, rien que ce mot, je ne devrais pas en parler. Donc c'est quoi une communauté chez Une communauté d'expertise, c'est un endroit où se retrouvent les consultants qui partagent la même passion, le même intérêt pour une expertise un peu verticale, qui peut être sectorielle, fonctionnelle, de savoir-faire. Par exemple, l'efficacité opérationnelle, par exemple, l'énergie. Ça, c'est une communauté. Je suis dans la communauté efficacité opérationnelle chez Esterwen. Voilà. Et c'est moi qui vais le décider. J'ai quoi, du coup, j'ai un badge d'appartenance. Non mais c'est quoi? C'est un centre. Non mais ça se matérialise comment? Il y a des réseaux internes, il y a des moments de rencontre, des rites. Bien sûr. Imaginons que je choisis d'adhérer à la communauté efficacité opérationnelle. Ça veut dire que le sujet m'intéresse et que j'ai envie d'apporter de la valeur à mes camarades et de la valeur à Julie Esterwen sur cette thématique-là. Donc j'aime bien dire que l'adhésion est payante. Elle est payante simplement en énergie et en temps. Je vais donner du temps à cette communauté, à ce collectif qui se retrouve autour de cette même passion, donc ce sont que des personnes qui sont allées volontairement, qui ont choisi d'y aller, et ces différentes personnes vont travailler ensemble selon les aspirations de chacun et les nécessités collectives en fait qu'ils trouvent à cette communauté, de travailler donc sur la visibilité à l'extérieur de cette expertise pour que nos clients, le marché, sachent qu'on est référent, qu'on ait des choses à raconter pertinentes sur ces sujets-là. Ils vont travailler sur le développement des collaborateurs qui adhèrent à cette expertise, parce que tous ne sont pas au même niveau, ils ne partent pas de la même ligne de départ. Ils vont travailler sur tout ce qui est recherche, développement, prospective, études en lien avec cette expertise-là. Ils vont travailler également sur les recrutements pour qu'on ait plus de personnes et les bonnes personnes avec les bonnes compétences dans cette communauté-là pour être encore plus fort et encore plus utile chez nos clients. Donc voilà ce qu'ils vont faire au quotidien, en plus des missions qu'ils réalisent par ailleurs chez Julie Esterwen et qui naturellement sont en relation directe avec la communauté à laquelle ils adhèrent, puisque c'est aussi eux, en disant qu'ils adhèrent par exemple à cette communauté efficacité opérationnelle, qu'ils souhaitent qu'on les affecte à des missions d'efficacité opérationnelle. Centré collaborateur, c'est ça. C'est-à-dire que les décisions fondamentales viennent des collaborateurs. Il y a combien de communautés Aujourd'hui, il y en a une vingtaine de communautés chez nous.
Vous en créez régulièrement, il y en a qui disparaissent, il y a des gens... On peut arrêter d'appartenir à une communauté? On peut arrêter du jour au lendemain à appartenir à une communauté parce que c'est le choix et la décision à nouveau des collaborateurs qui peuvent un beau jour dire « Bon, finalement, je vais mettre mon énergie plutôt dans cette communauté-là, donc je vais moins travailler avec vous et c'est son droit et il n'a pas de formulaire à remplir pour ça, ni de demande d'autorisation. Centré collaborateur, c'est eux qui décident en leur âme et conscience, et je peux vous dire que, je peux te dire que, et vous dire à tous, que quand on rend responsable les collaborateurs et les collaboratrices de cette façon-là, ils sont excessivement raisonnables et responsables. Parce qu'ils le sont vraiment, là, responsables. Donc premier élément de différenciation fort et premier élément en tout cas qui justifie ce projet de placer l'individu au cœur de tout ce que tu fais. Quoi d'autre? Alors effectivement, la maille d'organisation qu'on peut voir en interne, c'est ces différentes communautés d'expertise auxquelles choisissent d'adhérer les collaboratrices et les collaborateurs. Et sinon, si je te résume un peu notre modèle, il fonctionne exclusivement avec 3 grands principes, qui est une ambition, qui est plutôt d'être quelque chose, plutôt que de faire un certain chiffre d'affaires, être dans le top 3 de quelque chose qui nous intéresse absolument pas. Être en tant que personne, en tant que salarié ou en tant qu'entreprise? Être en tant que collectif, entreprise. Voilà. Et évidemment, ça va tourner autour de l'utilité. 5 rôles. Ouais. Donc chez nous, on peut avoir 1 rôle, 2 rôles, 3 rôles, on peut avoir 4 rôles parfois, on peut pas avoir 5 rôles parce qu'il y a une règle du jeu qui dit que ce rôle-là et ce rôle-là, on peut pas l'avoir en même temps. C'est quoi un rôle? Un rôle, c'est par exemple leader d'une communauté, puisque je viens de parler d'une communauté. Un rôle, ça peut être responsable de mission tout simplement. Un rôle, ça peut être aussi je suis consultant ou je suis business support. Je suis consultant, donc je travaille chez les clients, ou je suis business support, donc j'assure une fonction support qui permet au consultant de donner le meilleur de lui-même chez le client au bénéfice du client. Voilà des exemples de rôles. Il y a aussi des rôles de référents RH, parce que nos consultants, évidemment, nos collaborateurs, évidemment, il faut qu'ils aient un management qui leur permette de se projeter dans leur carrière, qui répondent à leurs aspirations, qui les écoutent. Voilà, c'est un peu le rôle du référent. Donc on a 5 rôles de ce type-là. Et puis on a 34 règles du jeu qui existent depuis très 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 longtemps et dont pas une virgule n'a changé. Ça existait quand on était 40, on est 600 aujourd'hui, pas une virgule n'a changé. On a tordu le cou à une réorganisation. Pour autant, tu le disais tout à l'heure, on peut rajouter des communautés. Par exemple, imaginons que... je vais faire un choix totalement aléatoire, mais on se dise, tiens, on a une expertise forte sur l'immobilier et on doit la développer encore plus. Peut-être qu'on va créer une communauté autour du secteur immobilier. Donc il peut s'en rajouter. Généralement, on n'en enlève pas, mais parfois certaines peuvent fusionner parce qu'il y a une raison et parce que les gens qui sont dans cette communauté vont nous dire on fusionne, c'est pas nous qui allons dire il faut vous fusionner, etc. Voilà, non, c'est eux qui vont décider de fusionner parce que ça leur paraît plus efficace pour faire bien et être utile. Bon, en tout cas, les 34 règles du jeu, elles ne changent pas. Jamais, pas une virgule n'a changé. Tu notes 2-3 exemples de règles du jeu un peu étonnantes qu'on peut... mais il n'y a rien d'étonnant en fait, ces règles du jeu... Sur 34 oui, non, sont des règles du jeu en fait qui régissent les interactions entre ces rôles dont j'ai parlé avant dans les situations de travail qu'on connaît dans notre métier. Donc par exemple, il y a une règle du jeu qui dit effectivement qu'un collaborateur, un consultant doit adhérer au moins à 2 communautés. Petite règle anti-silo, anti-petit chef au passage. Ce qui veut dire que les leaders de communauté héritent d'une population de consultants qui sont prêts à travailler sur leur sujet, mais ce ne sont pas leurs équipes. C'est plutôt les leaders de communauté des consultants, mais ce n'est pas les consultants des leaders de communauté, si tu vois la nuance. Ouais. Et il y a une règle également qui dit, mais qui est une illustration de ce que je te disais tout à l'heure, que si j'adhère à une communauté, je montre à Julie Sterwen que je souhaite travailler sur des missions qui sont en rapport direct avec cette communauté. Et inversement, que si on me propose une mission qui n'est pas en rapport direct avec les communautés auxquelles j'adhère, j'ai le droit de dire non. Eh bien, on a le droit de dire non. Et c'est comme ça, et c'est culturellement très ancré, donc c'est extrêmement fluide. Voilà des règles, par exemple. Bon, tu me disais, il n'y a pas d'objectif ? Il n'y a pas d'objectif financier, il y a des objectifs. D'accord. Alors chez nous, il n'y a pas de comité de direction. Pas d'objectif financier, ça veut dire que tu fixes pas un objectif de croissance, un consultant n'a pas d'objectif de chiffre d'affaires, de rentabilité, etc. Non, ça n'existe pas chez vous. Il est reconnu sur ce qu'il... Un consultant, par exemple, qui ferait du développement commercial dans ses activités, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, en particulier pour les plus jeunes, mais un consultant qui fait du développement commercial n'a pas un objectif. Il est reconnu. On peut définir des niveaux de reconnaissance en fonction de
d'un montant de chiffre d'affaires, par exemple développé ou géré ou managé, c'est-à-dire le cas. Mais il n'y a pas d'objectif financier chez Julius Terwen. Si tu te promènes dans les couloirs de Julius Terwen et que tu poses la question à nos collaborateurs, c'est quoi l'objectif de chiffre d'affaires de Julius Terwen en 2023 ? Les gens vont te dire, mais on n'a pas, Laurent, on n'a pas d'objectif pour 2023. En revanche, ce qu'on sait depuis toujours, c'est que quand on fait les choses comme on le fait nous, à la fin, on a des très beaux résultats. Voilà. Donc on a du chiffre d'affaires, on a une très belle rentabilité. Le chiffre d'affaires, il est connu de tout le monde quasi en permanence, ou en tout cas tous les mois. Il y a une personne, deux aujourd'hui d'ailleurs, qui crée un reporting extrêmement détaillé sur tout ce qui se passe chez Julius Terwen et qui le communique en même temps à tout le monde chez Julius Terwen une fois par mois. Donc il y a un volet de transparence qui est très important également. Et chacun peut jouer avec ce reporting. Et de toi à moi, la réalité, c'est que je pense que tout le monde ne le regarde pas vraiment, parce que quand on n'a pas l'information, on se demande ce qui se passe et on peut s'inventer des histoires. Quand on a l'information, on ne la regarde pas forcément. Comment t'évalues quelqu'un sans lui fixer des objectifs ? En matière d'évaluation, la première chose qui vient à l'esprit quand on fait du conseil, c'est une évaluation de mission. Donc derrière chaque mission, il y a une évaluation et on évalue quelqu'un sur la progression, enfin le développement que lui a permis cette mission, les résultats, enfin la satisfaction du client. On fait une mesure de satisfaction client, donc on parle de ça avec le consultant qui termine sa mission. Ce qui est important, c'est de se développer chez nous. Je l'ai dit plusieurs fois. Mais là, par exemple, tu es consultant, je rate complètement ma mission chez mon client, donc j'ai un taux de satisfaction de mon client qui est très faible, en tout cas avec ça. Forcément, vous n'êtes pas content, j'en sais rien. Enfin, le consultant va lui dire c'est pas génial. Si ça se reproduit 10, 20, 30 fois, etc., j'imagine que vous pouvez être amené, comme toute entreprise, à sanctionner, à vous séparer ou je sais pas, ou d'accompagner. Et du coup, la personne ne peut pas vous dire mais attendez, je comprends pas, j'avais pas d'objectif, il n'y avait pas de critères de performance, sur quoi vous êtes en train de m'évaluer, je suis pas d'accord avec la manière dont vous m'appréciez. On se retrouve pas, non, c'est l'objectif. Il n'y a pas d'objectif financier, donc l'objectif c'est satisfaire le client. D'accord. L'objectif c'est lui apporter la meilleure. Il y a un objectif de qualité quand même. Alors, on n'a pas d'objectif financier, on a un objectif d'être quelque chose, de faire quelque chose et se développer. C'est presque une utopie que tu nous décris, non ? Non, pas du tout. Parce que c'est bien réel. C'est un système. Oui, pardon, c'est vrai. Chez toi, c'est réel. Mais à t'écouter, c'est un modèle qu'on aimerait probablement tous vivre en tant que salarié, ou même en tant qu'employeur. Bah oui, voilà, c'est réalisable dans d'autres environnements. On pourrait tous mettre en place ce type. Il n'y a pas des métiers où ça serait impossible de faire ce genre de truc ? Ah non, moi je suis absolument convaincu que c'est. Enfin, peut-être pas exactement ce qu'on fait, parce qu'encore une fois, je suis pas un énorme fanat des modèles, donc c'est le modèle qui nous convient à nous et qui nous permet de bien vivre collectivement et d'être performant chez nos clients et puis d'être performant tout court d'ailleurs. C'est sans doute pas un modèle qui est transposable ailleurs, mais en revanche, s'autoriser à réfléchir autrement que par des objectifs financiers, de la performance financière, etc., que ce soit pour une entreprise ou pour un individu, moi c'est ce que je prêche et je tâche d'évangéliser tous les jours auprès de nos clients. Et il y a une bonne écoute là-dessus. Simplement, culturellement, en France ou ailleurs d'ailleurs, reste extrêmement prégnante la culture et les modèles d'organisation traditionnels, pyramidales, hiérarchiques, statutaires, etc., où on est son titre plus qu'on est ce qu'on fait. Voilà. Donc chez nous, on est ce qu'on fait. Voilà. Ouais, où on est ses résultats plus que ce qu'on fait. Ce qu'on accomplit, on est ce qu'on accomplit. Et donc ses résultats naturellement. Exactement. Et ça, c'est alors, tu viens de dire, je ne suis pas un homme de modèle. Bon, quand même. Je vais le dire autrement. Je ne pense pas qu'un modèle, je ne crois pas au one size fits all, je ne crois pas qu'un modèle puisse convenir à toutes les entreprises. Je pense même le contraire. Voilà. Mais du coup, ma question, c'est tu avais pensé, réfléchi à tout ça au démarrage, ou c'est venu de manière très progressive? Tes 34 règles, il a bien fallu les sortir un moment. T'avais une vision quand même de ce que tu souhaitais faire en termes d'organisation du travail au moment Pas du tout. Non, aucune vision. Comment tu as produit tout ça? Alors, je n'ai pas produit ça tout seul. J'ai produit ça parce que il y avait quand même, quand on était une entreprise beaucoup plus petite, une culture dans cette entreprise qui était plutôt très entrepreneuriale, très collective. Une hantise du silo, une attirance pour le collectif, une conviction qu'à plusieurs on réalise des choses extraordinaires et que seuls les uns à côté des autres, on s'éclate pas trop et puis on n'est pas très efficace.
Et partant de là, un beau jour, on s'est dit, bah tiens, il faudrait peut-être qu'on devenait un peu plus gros également, il faudrait peut-être qu'on, non pas théorise, mais qu'on modélise ce truc-là pour qu'effectivement, on soit sûr, quand les gens nous rejoignent, et puis même pour lutter un peu contre nos biais personnels, qui sont tous des biais négatifs, et moi le premier encore une fois, qu'on modélise un petit peu la manière avec laquelle on fonctionne chez Julius Terwen, ou on veut fonctionner chez Julius Terwen. Et on a regardé un petit peu quels étaient tout ce qu'on faisait mal, tout ce qu'on faisait mal sur le business développement, tout ce qu'on faisait mal sur le développement des consultants ou des collaborateurs au sens large, tout ce qu'on faisait mal dans la vie des collaborateurs, tout ce qu'on faisait mal dans le développement des expertises, tous ces obstacles en fait qu'on se mettait. Et puis on a essayé de trouver un modèle, mais donc qui est le nôtre, uniquement le nôtre, qui permettait finalement de craquer toutes ces choses-là. Et est ressorti, mais on n'avait absolument pas pensé à ça, des rôles. Je crois beaucoup plus aux rôles qu'aux organigrammes, parce que les rôles portent des attentes, les organigrammes portent des relations un peu théoriques, et portent des germes du silo, en fait. Et puis des règles du jeu, parce qu'on s'est aperçu que ces rôles, sans fixer les règles du jeu, ça ne marchait pas. Et puis quand on a défini ça, et c'est la vérité, c'est dans ce sens-là que ça s'est fait, on s'est dit, mais avec notre modèle, là ça peut très bien marcher, on peut faire n'importe quoi. Mais non, on doit pas pouvoir faire n'importe quoi chez Julius Terwen, parce qu'on doit être utile à la transformation de nos clients face aux mutations économiques, financières, numériques, environnementales, etc. Donc si je veux faire de l'onologie, j'ai des règles qui vont pouvoir m'interdire de le faire et puis me ramener dans le droit chemin. Donc on s'est défini une ambition à ce moment-là, simplement pour bien cadrer le terrain de jeu. Donc on avait un terrain de jeu, l'ambition, des rôles, qui sont un peu les numéros qu'on a dans le dos, et des règles du jeu. Voilà. Et on va dire qu'avec l'un de mes camarades qui s'appelle Thierry, je suis un des arbitres. Il y a autre chose en point de différence, moi, qui m'a marqué quand on a préparé l'émission. Alors je t'ai demandé, puisque c'est un peu le principe aussi de tout ce qu'on se dit, est-ce que tu as une politique, est-ce que tu as des pratiques RSE, qu'est-ce que tu penses de l'ESG, etc. Et ta réponse, c'est non, nous on n'a pas de politique RSE. Je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui travaille avec nous, ou même d'ailleurs sans travailler avec nous, qui dirait non, nous c'est pas le. Alors, voilà. Donc j'ai fait une réponse un peu provocatrice. Je sais bien, je te restitue ma question de cette manière-là. Ouais, mais pourquoi je t'ai répondu comme ça ? Pourquoi je t'ai répondu comme ça ? Parce que, précisément, on est. Et pas depuis 4 ans, 5 ans, etc., mais depuis qu'on existe, on est féru de responsabilité. J'ai mis ce mot-là d'ailleurs. Féru de responsabilité, et quand je parle de bien faire les choses pour le bien, ça se sent dans notre un peu de doctrine originelle, voilà, j'invente rien. Et si je t'ai dit effectivement que non, on n'a pas de politique RSE, de stratégie RSE, non, on a une politique et une stratégie chez Julius Terwen, et les principes de la responsabilité suintent dans toutes ces fondations en fait de notre modèle, de notre ambition, de notre positionnement, notre mission avec un grand M. Voilà. On n'est pas une entreprise effectivement qui a une stratégie et qui se développe et puis qui rajoute quelque part par ailleurs une stratégie RSE, chose à laquelle je ne crois pas du tout. Et effectivement, pour boucler là-dessus, je ne crois pas où que ce soit à une stratégie RSE, je crois à une seule chose, c'est une stratégie d'entreprise qui se décline en une transformation, et à l'intérieur, ça doit respecter des principes de responsabilité, qu'elles soient sociales, environnementales, mais est-ce que pour autant, alors j'ai l'impression que le mot objectif, il faut le manier avec précaution, est-ce que quand même vous fixez des objectifs RSE sur les sujets environnementaux, sociaux, gouvernance, bien sûr. Par exemple par exemple, réduire notre empreinte carbone chaque année, c'est un objectif. On est une entreprise à mission, donc on a une mission, un paquet d'engagements derrière un paquet d'objectifs et des KPI qu'on partage avec notre comité de mission qui nous aide beaucoup justement à les atteindre et puis à trouver les moyens de faire encore mieux. Donc on est en permanence en train d'essayer de s'améliorer sur la qualité du développement de nos collaborateurs, sur l'apport d'un point de vue social aux causes qu'on aide, sur on a de la chance d'avoir un métier d'influence parce qu'on a 1500 clients et peut-être 4 fois plus de prospects que ça. Donc on évangélise et on prêche beaucoup. Et évidemment, tu l'as sans doute deviné, quand on prêche plutôt des choses qui sont assez responsables et des façons de faire qui sont vertueuses, on le pense et on l'espère. Et donc, ça fait partie de notre mission, en fait, de jouer ce rôle d'influence, et on a l'objectif de le faire auprès de plus en plus de clients. Et quelqu'un me posait la question la semaine dernière, est-ce que votre objectif c'est d'avoir plus de clients ? Et pourquoi ? Notre objectif c'est d'avoir plus de clients parce que ça voudra dire qu'on aura de l'influence sur plus d'acteurs économiques. Voilà. C'est pas pour faire plus de chiffre d'affaires. Parce que vous jugez votre influence positive. Exactement.
Et en quoi elle est positive, votre influence? En quoi elle est positive? Parce qu'on prône l'humain, on prône la responsabilité sous toutes ses dimensions. Je pense qu'on a ça vraiment dans le sang, dans notre ADN, tous autant qu'on est. Vous pourriez refuser une mission qui ne répondrait pas à vos critères de positionnement d'individus, de respect des gens, j'en sais rien. Oui, respect des gens, ou tout simplement travailler pour une entreprise sur un projet qui nécessite, pour travailler sur la construction d'une arme chimique. Ça vous est déjà arrivé? Eh bien non. Si, ça nous est arrivé en fait. Alors on n'a jamais refusé une mission, mais on a refusé d'aller répondre à une consultation qu'on sentait un peu tangente, voilà, je ne dirais pas laquelle, mais on n'a jamais été confronté au besoin de dire en face à un client, ça désolé on ne le fait pas. Mais pour être précis, Laurent, et pas m'échapper par le côté, la règle qu'on a chez nous, c'est de ne pas s'interdire de travailler avec des entreprises qui ont des business qui dit controversés, possiblement controversés, dans la mesure où la mission qu'on pourrait faire chez eux a un impact positif sur le fait qu'on les ramène dans un bon chemin, ou alors un impact positif sur les gens. Voilà. Sinon, on ne fait pas. Et est-ce que, peut-être pour terminer avec ça, parce je pense qu'on a dépassé un peu, je pense même le temps, les enjeux RSE, les attentes de vos clients, de vos salariés, est-ce qu'ils sont de nature à faire bouger le modèle que vous avez créé, le modèle social, le modèle RH que vous avez créé chez Gesterwen? Est-ce que il y a de l'impact, dans les 34 règles, toutes ces choses-là. Est-ce que ces sujets ESG, RSE vont avoir des répercussions sur la manière dont le modèle Gesterwen existera dans 5, 10, 20 ans? Je pense que sans même parler de RSE et de ESG, j'ai juste parlé de responsabilité. On a un modèle où, évidemment, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de comité de direction, on n'a pas de comité, on part du principe que les gens sont responsables, et qu'ils sont redevables vis-à-vis de l'ensemble de notre communauté Julius Gesterwen, de ce qu'ils font et des résultats et de ce qu'ils apportent. Forcément, il y a une notion de responsabilité qui est individuelle et collective, mais individuelle déjà, qui est extrêmement importante. Donc oui, la responsabilité, c'est le ciment en fait de ce modèle-là. Ce modèle ne fonctionne que parce qu'on fait confiance aux autres et que les autres nous font confiance. Et donc je pense que sans responsabilité, et donc sans RSE, sans ESG, sans avoir cette espèce de conviction chevillée au corps qu'on doit lutter contre ses propres biais pour aller vers quelque chose qui est bien et qui fait le bien, notre modèle ne tient pas une seule seconde. Marc, merci beaucoup d'avoir été avec moi et avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. Merci pour toutes ces explications, c'est très riche. Merci mille fois et inspirant. Merci.